Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 21 août 2026. Alors aujourd'hui, on va voir quelques valeurs qui ont donné leurs résultats assez récemment. On regardera aussi les valeurs qui vous intéressent, quelques valeurs du CAC comme d'habitude. Et un petit point avant de commencer sur les chiffres macro qui sont tombés. Plutôt toujours des bons chiffres aux États-Unis, notamment les PMI, PMI manufacturier et services. Alors surtout les services qui sont revenus très favorables aux États-Unis, 56,8 au-delà de 50, c'est en expansion, donc c'est bon signe pour l'emploi. Et donc, on était à 54,6, on est à 56,8 maintenant, et on espérait même une petite baisse. Donc, alors le manufacturier, on est au-delà de 50 aussi, à peu près dans les mêmes eaux, 53,2, un petit peu moins bien. En France aussi, on a des chiffres, mais bon, c'est moins marqué. En France, c'est moins important. Le manufacturier est à 51,5. Et les services à 48,4, mais ça reste quand même des chiffres aux États-Unis plutôt toujours très résilients et très, très intéressants, comme souvent. Avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Moderna qui confirme ce qu'on avait dit, c'est-à-dire après la grosse hausse qu'elle a subie. Comme souvent et comme très souvent dans ce genre de cas, quand on a des grosses progressions comme ça avec un gap aussi énorme et une action qui explose, très souvent, alors soit on continue, mais bon, là on a des niveaux de valorisation qui sont importants, c'est pas une petite valeur, donc il y a des millions et des milliards dessus, donc forcément ça peut. C'est difficile d'avoir une montée en torche et en flèche comme ça, il faut vraiment avoir des petites capes. Donc ce qu'on a généralement, c'est ça, c'est une action qui va se cadrer entre les plus hauts et le gap haussier. Et c'est de cette sortie, de cette congestion finalement, parce qu'on devrait avoir des plus hauts de plus en plus bas et les plus bas de plus en plus haut, donc un cours qui va congestionner ici. Et c'est de cette sortie qu'on devrait pouvoir voir un peu la tendance de Moderna, si on est à la relance haussière ou si finalement on va consolider un peu plus bas. Donc je pense qu'il faille toujours attendre le travail qui va se faire dans ces eaux-là pour prendre une décision sur Moderna. Toujours pas mal de volume, évidemment. Un petit point aussi rapide sur le Bitcoin, parce qu'on l'avait dit, c'est en train de partir. Historiquement aussi, c'est important parce qu'on a cassé la moyenne à 200 il y a 2 jours, à peine. Et on l'avait pas fait depuis le mois d'octobre 2025. Donc ça fait... on est en quelle année là, 26. J'ai du mal avec les années. Ça fait presque un an. 9 mois et 20 jours en gros, qu'on était sous cette moyenne à 200 et on repasse depuis 2 jours au-dessus, donc très, très gros signal. Donc oui, on peut, pour moi, on l'avait dit évidemment ici, c'était plutôt là le moment d'investir dans le Bitcoin ou des valeurs en relation avec le Bitcoin, mais c'est toujours le cas, même s'il y a des petits pullbacks, il faudra renforcer, peut-être pas mettre tout en une fois. On a parlé de certaines valeurs. Notamment, on connaît Mara, anciennement Marathon Digital ou également Riot Platform qui peuvent être intéressantes. En France, on en a d'autres. On a Capital B qu'on va voir après, qui est un peu plus spéculative. Mais pourquoi pas, on va dire dans le court terme, les spéculatives, elles montent aussi, elles sont intéressantes. Après, dans l'investissement et dans le long terme, j'aurais pas le même discours. Mais là, oui, on est dans une tendance plutôt bien favorable. Le CAC 40 qui reverdit un petit peu cette dernière journée. Il est ici, plus 0,3. Enfin un chandelier vert. Ça faisait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 journées où on était dans le rouge et on baissait quasiment tout le temps. On gagnait un petit peu, mais surtout, oui, on arrête un peu cette tendance. Alors, ça montre surtout que le CAC continue de construire. Et on attendra surtout les valeurs un peu luxe pour repartir. Mais pour l'instant, on va le voir juste rapidement. Hermès, qui reste dans ces niveaux d'accumulation. On descend pas trop, mais on n'arrive pas à monter encore sur le luxe. Notre ami Kering, qui est à plus 1,5 aussi. Mais hop, on a comblé le gap. Oui, on l'a comblé tout à l'heure.
il n'y a plus de gap. Donc là aussi, on revient finalement un peu sur notre zone, hein, notre grosse zone ici d'accumulation sur Kering. Alors on n'a pas encore ces détonateurs pour partir, mais pour moi, on est depuis des mois sur des zones d'accumulation long terme sur le luxe. Ça devrait repartir à un moment. A priori, il n'y a pas de raison pour que ça baisse déjà, parce qu'on a déjà un peu pricé tous les catalyseurs négatifs sur le luxe. Donc c'est plutôt des zones, hein, à acheter. Et puis quand ça repartira, on en reparlera évidemment. Et puis on aura certainement le CAC, hein, proche des 9000. Et Hermès. Alors, Hermès, on l'a vu. Hermès, Kering, LVMH. Et LVMH, c'est pareil, hein, on est un peu sous les 500 là, la résistance, mais on l'a déjà cassé une fois. On revient un peu sur les plus bas, mais on attend toujours ce détonateur sur le luxe qui pourra un peu propulser le CAC un peu plus haut. Ah, on va pas parler de Stellantis. Qu'est-ce qu'on a eu? On n'a pas eu grand chose de marquant, hein, vraiment. Alors, il y a Sanofi qui essaye, hein. Sanofi, on le voit ici au-delà des 78, 78-80, hein, c'est les zones qu'on fait beaucoup d'échecs ces dernières semaines. C'est peut-être en train de repartir. Donc sur Sanofi, on a peut-être une confirmation de fin de baisse. Ça doit être confirmé la semaine prochaine, c'est-à-dire accumuler là au-delà des 78, aller chercher les 80. Si c'est le cas, on pourra peut-être avoir un retournement long terme et donc se réintéresser à Sanofi. Là, c'est encore un peu tôt, mais elle donne quand même des signaux de fin de baisse plutôt favorables. Donc, à confirmer la semaine prochaine, hein, fin août, début septembre. Et sur les grosses baisses, alors là c'est juste technique, on le voit, hein, la résistance sur Thales, 271 à chaque fois, échec, 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 échec. Et là on est revenu dessus, pareil, échec, mais finalement on est dans un range, hein, entre les 221 et 271, donc rien de nouveau sur Thales. Évidemment on achète plutôt le bas, on vend le haut jusqu'au jour où on arrive à casser, hein, les 271 et on s'en sert comme support. Et pour l'instant le secteur défense et guerre a déjà assez monté et arrive pas à enclencher la troisième, on va dire, parce que l'explosion des commandes qu'on nous promettait et des chiffres, elle est relativement moyenne. Elle est importante, mais elle n'est pas aussi belle qu'on aurait pu espérer. Donc forcément, on va rester dans ces niveaux de valorisation tant qu'on n'a pas encore une augmentation, hein, des dépenses, notamment des États. Il y a les entreprises aussi, mais surtout les États, hein, pour les valeurs comme ça. On va voir donc quelques valeurs avec leurs résultats et notamment Walmart. Walmart, c'est les grands magasins aux États-Unis, hein, donc c'est intéressant parce que ça mesure aussi quelque part les dépenses des ménages américains, plus ou moins le pouvoir d'achat, parce que évidemment plus ils vendent, hein, c'est-à-dire que plus il y a de chiffre d'affaires, plus il y a de résultats, finalement plus les Américains achètent. En gros, c'est une valeur un peu canari, on aime bien cette valeur parce qu'elle donne un peu un indice sur comment les Américains achètent et s'ils ont confiance ou pas. On va voir les chiffres qui sont pas mauvais. 186 milliards 75 espérés, on fait 187,9, donc tout petit peu au-dessus. Bénéfice par action aussi près de 9% de mieux, hein, 81 centimes contre 74 centimes espérés. Mais alors on progresse plus trop, hein, en termes de chiffre d'affaires sur Walmart. Regardez. Hop, on va regarder les graphiques. Et les résultats n'ont pas été appréciés du tout. Pourtant, ils étaient plutôt corrects. On avait déjà fait un gap là, ça devait être sur résultats aussi, parce que je les ai notés là. Ouais. Déjà un gap baissier. Et cassure de la moyenne à 200. On continue notre descente là sur Walmart, qui quand même... Pourtant, on a des chiffres, hein, aux États-Unis qui sont plutôt pas mal. On a aussi le Trésor américain, hein, qui balance pas mal de... qui rachète de la dette longue et qui émet de la dette courte, donc ça plombe un peu le dollar là en ce moment. Je pense pas que ce soit lié quand même avec Walmart, mais bon. On a perdu quand même 23%, quasiment un quart de la valeur sur ses plus hauts. Walmart, ça reste une bonne valeur, mais bon,
C'est ça, ce qu'on a dit, c'est le manque de croissance. Donc on est prêt à payer Walmart relativement cher si on continue à croître, mais là, si la croissance s'érode, alors ça veut pas dire qu'on baisse, hein, mais si on reste sur les mêmes niveaux, il n'y a plus trop de raisons d'acheter. Donc on a des prises de bénéfices et des retours. Les 104 là, c'était une belle zone, hein. 104 $, on est dessus. Donc potentiellement, peut-être des zones où on va un peu sauver le titre. Mais pour l'instant, c'est baissier. Et puis des grosses ventes comme ça sur résultats, qui pourtant n'ont pas été catastrophiques. Mais bon, il y a peut-être aussi la visibilité, hein, les perspectives qui ont été un peu abaissées sur Walmart. L'inflation, évidemment, qui touche tous les Américains avec le prix du pétrole, hein, même s'ils sont un peu moins touchés que nous. Le prix du pétrole aux États-Unis il est un peu moins cher. Ça joue aussi. Donc on a une belle correction là qui a été initiée depuis le mois de mai. On attendra pour y revenir, mais on a un premier potentiel, première zone de réaction sur Walmart. On est évidemment baissier, hein, à court terme. On avait également Alibaba. Alors Alibaba, c'est exactement ce qui s'est passé, enfin ce qui se passe sur Google, Meta Platform, Amazon, etc. Plutôt Amazon, parce que c'est Alibaba, c'est un peu le Amazon chinois. Les résultats sont bons, mais on dépense beaucoup en dépenses de capital, hein, en capex, en dépenses d'investissement. Donc c'est jugé encore trop important et on n'a pas encore ce retour sur investissement. Donc pour l'instant, les marges elles vont s'éroder un peu. Et ça devrait être bon après, d'autant qu'on est toujours un peu moyen sur la Chine. C'est un rebond qu'on attend depuis un moment. Et alors on a eu déjà des petits rebonds, mais c'est pas la vraie reprise qu'on veut. Donc on est partagé sur Alibaba. Les chiffres sont corrects. On fait 268 milliards. C'est en renminbi. Sur 268. Donc c'est exactement ce qu'on attendait. Par contre, c'est ça, le bénéfice par action, il chute de 20%. Parce qu'on fait 8,52 au lieu de 10,72. Le problème, hein, d'Alibaba, c'est on a un bon chiffre d'affaires. Mais derrière on dépense beaucoup et on dépense peut-être un peu trop à court terme. Ça va porter ses fruits, mais donc on est entre deux. On va regarder le cours. Alors moi j'étais rentré, hein, puis il y avait pas mal de membres aussi qui étaient rentrés, hein, sur signal d'achat ici début juillet. On va mettre la zone de résultat ici qui a été un peu achetée quand même hier. Et aujourd'hui, c'est un peu vendu. Alors moi, j'ai un stop, hein, j'ai un stop autour des 119. C'est-à-dire que, alors, le gain est pas énorme, mais regardez à combien on est. Hop, ouais, on sera à 10% en quelques semaines. On se garde quand même la possibilité que ça reparte. Parce que les chiffres sont corrects, mais ils sont pas assez bons pour le moment. Et on a vu avec les grosses valeurs technologiques que ça pouvait vendre massivement. Donc on va pas... flinguer complètement les plus-values à court terme sur Alibaba, hein. On encaissera à 119, quitte à y revenir après. Je pense qu'elle va revenir, hein, Alibaba, dans quelques mois, quelques trimestres éventuellement, mais on n'a pas envie d'attendre. Donc si ça repart, on reste évidemment, mais si ça décroche encore la semaine prochaine, faudra penser peut-être à encaisser sur Alibaba. Moi, c'est ça que je vais faire. On avait également... Alors voilà, une valeur chinoise, hein, DAQO New Energy, c'est intéressant, c'est un fournisseur d'énergie en Chine. Et on va voir les résultats. Alors les résultats sont pas terribles, hein. On espérait 114 millions, on fait 72 millions, là aussi en renminbi. Bénéfice par action, on espérait, on s'attendait à du négatif de 53 centimes, on est en négatif de 1,2. Donc c'est des résultats vraiment pas très bons, mais on va voir le graphe. Il n'y a pas eu trop de réaction sur le cours. Alors on baisse déjà depuis un moment, hein. Là, on a les plus hauts, alors qui sont pas historiques, mais les plus hauts de la dernière année là sur le 30 octobre. On est revenu sur la consolidée au mois de février sur la moyenne à 200 et après on dégrade. Il y avait une zone de gap qu'on a comblée, on n'a pas réagi. Mais on est en train de réagir un peu ici, hein, sur cette zone-là, qu'on a un petit peu enfoncé quand même.
On le voit, mais on est en train de revenir. Et les résultats, bah, on n'a rien fait finalement. Pas trop de réactions malgré des résultats très moyens. Très moyens, pourquoi? Parce qu'on a déjà un peu pricé et valorisé tous les mauvais chiffres sur DAQO. Donc, on va dire qu'on est neutre. Ce qu'on peut espérer, c'est ce travail ici. Et puis quand l'économie chinoise ira peut-être un peu mieux, la réaction, évidemment, si on revient vers les 12. Là, on est à New York, donc les 12 dollars, voire un peu en dessous, ce sera un très mauvais signal. Donc on va dire qu'on est neutre sur des AQO, des chiffres mauvais, mais c'était attendu. Le marché pour l'instant ne réagit pas trop. Et puis on va revenir en Europe avec du cinéma. Kinépolis double son bénéfice au premier semestre 2026. Je crois qu'on a fait un très gros chiffre aussi en chiffre d'affaires. Hein. On avait fait 30 ou 40% de mieux. Ouais, c'est ça, 32% hein, sur le chiffre d'affaires. Le bénéfice aussi qui a explosé. Donc les cinémas Kinépolis qui font un très beau début d'année 2026. Et donc le cours qui continue. Et donc on est haussier hein, sur Kinépolis. Fait partie des quelques valeurs belges qu'on aime bien. On avait parlé des valeurs santé, hein, quelques valeurs santé en Belgique, évidemment Lotus, Bakeries, et il y a aussi Kinépolis. Alors, c'est ça qui est dommage, le timing. Hein, il aurait fallu en parler ici, notamment. Boum. Avril, mai, juin, c'était le moment où elle était en train de partir. Mais là, les résultats, quand même, ont confirmé. Hein, on a fait un petit gap haussier. Donc, pour le futur, je dirais oui, mais le timing est pas top. Hein. Est-ce que c'est des zones d'achat vraiment très intelligentes? Pas forcément. Donc, il y a probablement des prises de bénéfices qui vont arriver là, autour des 47. On est sur 44. Techniquement, on reste haussier. Hein, haussier court terme, évidemment, sur Kinépolis. Même haussier moyen long terme, tant qu'on tient cette cadence. Mais... on le voit, hein, la MACD est super haute, le RSI, on est à 78, donc non, on n'achète pas. On reste éventuellement si on y est, évidemment, mais les zones d'achat, elles sont passées. Ça reste positif, mais il faudra y revenir sur des moments d'accumulation s'ils arrivent, mais les chiffres sont bons en tout cas, et la valeur reste bien orientée. On peut tenter éventuellement du trend following, mais avec avec des stops assez courts, hein. Quand on joue un peu ce trend following là, cette tendance, il faut pas qu'elle s'arrête, donc on met des stops, hein, peut-être sur le gap ou sur la moyenne à 20, et on essaye de tenir, et si les premiers jours on tient, on peut après jouer avec les bénéfices, mais comme souvent, le trend following c'est plutôt sur des zones ici de retour, hop, avec la moyenne à 20 en espérant la réaction. Là aussi, hein, on voit qu'il se passe plus rien. C'est ces zones-là qu'il faut plutôt acheter, plutôt que là, hors des Bollinger. Donc vous le saurez pour la prochaine fois. Ça ne veut pas dire qu'elle va s'arrêter de monter. Hein. Potentiellement, on va défoncer les 47, on va aller plus haut, mais c'est pas des zones d'achat très, très malines, on va dire. Et on va voir les valeurs qui vous intéressent. Juste un petit point sur les Batman, je crois qu'il n'y avait pas grand-chose à en dire. SpaceX, ouais, ils font rien, mais SpaceX ils reviennent hein, sur les 135. Moi j'ai peur hein, sur SpaceX, je verrais plutôt quand même une deuxième correction à venir. C'est assez partagé hein, ce qu'on a sur SpaceX au niveau des investisseurs, et Tesla qui réagit bien, qui réagit très très bien même. Nous on espérait, enfin on s'attendait à les voir accumuler ici, finalement on a rebondi carrément sur les 313. Alors on est toujours en phase de dégradation, hein. Là on fait un beau rebond, très beau, mais la tendance est toujours à des plus hauts de plus en plus bas, donc tant qu'on ne revient pas même sur les 440, on est plutôt dans une phase de construction à la baisse sur Tesla. Alors rien d'anormal, hein, d'inquiétant, tant qu'on reste dans cette zone là, qu'on construit et qu'on recasse après fortement, on sera positif sur Tesla. Et puis le rebond là est intéressant, hein, parce que c'était les résultats qui avaient fait un peu peur. On a presque comblé le gap. Alors on a mis le temps, mais la réaction du marché est plutôt bonne sur Tesla. Donc on reste, hein, des zones à acheter, évidemment, les 320. Et si on continue de travailler par ici, c'est plutôt aussi des zones à accumuler, je pense. Un petit point sur les valeurs qui vous intéressent avec Burel.
Burel, on est revenu sur la résistance à 436. Boum, on mèche dessus et derrière ça dégrade un peu. Donc là aussi, le signal d'achat il était là sur Burel, il était au mois de mai. Là c'est neutre, on a une résistance, on a eu des prises de bénéfices, on revient sur toutes les moyennes qui sont toutes aplaties au même niveau. Éventuellement, si on veut faire un peu de court terme sur Burel, hein, on a ça. Donc voir ce qu'elle peut faire, si elle nous sort quelque chose d'assez fort en haut ou en bas, on saura où ça va, mais pas grand chose à en dire maintenant. Le timing est un peu entre deux. Sur Burel, Claranova, j'aime pas Claranova, j'ai jamais aimé Claranova, et le marché non plus, hein, et ça fait que baisser. On a été proche du chaos, là, on est revenu, je sais pas comment, elle a dû faire des augmentations de capital. J'aime pas cette valeur, hein, j'aime pas la direction, ils font n'importe quoi. Là, dernièrement, ils ont annoncé un partenariat, donc ça relance un peu, mais les fondamentaux, ils sont catastrophiques hein, sur Claranova. Si elle tient debout, c'est un miracle. Et c'est souvent grâce à une augmentation de capital, hein, on émet de nouvelles actions, donc ça va diluer les actionnaires qui sont là, on va remettre de l'argent au pot, mais finalement le cours il continue de faire que baisser, hein, donc on est à 77 centimes. Quand on est sous le dollar ou sous l'euro, généralement c'est qu'on va très mal. Alors en mode spéculatif, oui, en très court terme, il y a peut-être des coups à faire, mais alors des fois, des rares fois, vous avez ce genre de choses où on a des résurrections, ça arrive, mais c'est pas la majorité des cas. Hein. La majorité des cas, on va continuer à faire des augmentations de capital, on va baisser, et puis des fois, on va aller à la faillite. Puis dans de rares cas ça remonte. Moi je suis pas convaincu par Claranova. Alors le court terme oui, mais on commence déjà à avoir du rouge. Moi j'aime pas trop. Alors si on a des volumes soutenus, mais là les volumes d'aujourd'hui ils sont pas terribles, hein. Ils sont presque comme les volumes de d'habitude. Donc pour moi ça c'est pas en train de partir. Claranova c'est de la spéculation feu de paille. Si on a une deuxième et qu'on revient sur les 1 euro, alors peut-être. Mais là, j'aime pas trop. Évolution AB, alors j'ai vu des choses positives et négatives hein, des deux côtés sur Évolution AB. Le marché sait pas trop quoi faire. Il y a une valeur qui est en train de. Un fonds qui est en train d'essayer de monter au capital, mais ils veulent pas faire d'OPA. C'est-à-dire qu'ils veulent pas acheter toute la valeur, ils veulent juste l'acheter pour la revendre après et que ça ait monté. Donc ça c'est plutôt positif. Il y a aussi pas mal de ventes à découvert, ça c'est plutôt négatif. Il y a la direction aussi, hein. Il y a quelques années on en avait parlé qui mettaient leurs employés dans des conditions déplorables. Donc là c'était aussi, il y avait des problèmes hein, avec des grèves. Ça c'est négatif. Le côté positif c'est que les fondamentaux étaient pas mal et puis on est dans un secteur hein, des jeux et casinos en ligne qui est assez rémunérateur. J'ai un petit doute éventuellement sur les comptes et les chiffres qui sont donnés parce que si les chiffres étaient vraiment il faudrait que je vérifie avec les chiffres genre Piotrowski ou Benning hein, pour voir s'il y a des possibles manipulations parce que c'était un peu trop beau pour être vrai et faut regarder le marché hein, et le marché il a pas trop acheté hein, on a parlé en 2024-2025. Là, on a quand même une réaction assez forte avec un gap haussier, plusieurs gaps haussiers, des retours au-delà de la moyenne à 200. Donc c'est positif. On revient sur les 830. Alors 830, ça va être en couronne suédoise. Je suis partagé sur Évolution AB. Il y a un risque quand même, hein, parce que elle a quand même quelques casseroles derrière elle. Techniquement c'est haussier donc oui si on passe les 830 là 840 on reste dans une dynamique mais il y a quand même un petit risque qui est pas à omettre. Goldman Sachs BDC, alors BDC c'est pour j'avais regardé, j'ai oublié. Alors en fait c'est pas Goldman Sachs vraiment, c'est une valeur qui aide les petites et moyennes entreprises. Donc
a fait des prêts aux petites valeurs et moyennes valeurs américaines. Et sa stratégie, c'est quoi? C'est de donner des dividendes énormes. Et généralement, c'est pas bon ça. Déjà, vous avez la taxation, hein, en plus, souvent avec les Américains, on est taxé 2 fois sur les dividendes. La stratégie dividende, moi, j'aime pas parce que généralement, ça flingue un peu le potentiel de croissance. C'est souvent à l'intérêt et à l'avantage des détenteurs d'actions ou de la boîte en elle-même, pas forcément des particuliers ou même des entreprises, hein, qui vont acheter les actions. Et ça masque un peu le cours. Là, on l'a en dividende ajusté, donc si on avait reçu tous les dividendes, on voit que si on enlève les dividendes, hein, qui sont énormes, le graphe, il est très baissier. Alors évidemment, hein, c'est pas le genre de valeur à trader hors dividende, parce qu'elle balance un gros dividende avec un gros rendement, mais à terme, elle n'est pas capable, je pense, de le garder, hein, sur ce que j'ai vu rapidement, sur les chiffres. Le problème, c'est ça, c'est qu'il y a un moment où on va être obligé de diminuer le dividende, le rendement il va baisser, le cours il va baisser encore plus, et vous avez un cours qui baisse avec un dividende qui va être moyen, donc vous allez perdre finalement. Donc en général, on va dire 9 fois sur 10, les valeurs comme ça qui balancent un très gros dividende, c'est plutôt un piège, il faut l'éviter. Alors des fois ça peut être intéressant, mais c'est assez rare, hein, comme cas, faut voir évidemment au cas par cas, mais le style de valeur, on balance un gros dividende, moi j'aime pas trop. Là on est sur une résistance autour des 9,86, on a vu une grosse baisse, hein, depuis 2024, un niveau support autour des 8, donc on a cette phase un peu de latéralisation là qui est en train d'arriver. Oui, si on revient au-delà de ce niveau-là, pourquoi pas, mais c'est plutôt risqué, moi je pense, hein, ces valeurs-là, c'est à éviter. Je suis pas sûr qu'on soit gagnant sur le long terme. Novacite. Alors Novacite, moi j'ai une très petite ligne dessus, c'est pour jouer des fois les pics, les résurgences sur les problèmes sanitaires. Ça peut remonter un peu. Là on a quelques volumes dernièrement. Moi je vise plutôt, hein, au-delà des 1 euro pour vendre. Pour l'instant, ouais, il se passe pas grand chose, mais on est dans des zones éventuellement, hein, là autour des 0,4, 0,5, ça s'achète, on va dire, pour jouer les pics et les spéculations plutôt court terme. Donc éventuellement oui, mais toujours avec une petite ligne. Cyber Semiconductor, on l'avait joué, hein, la hausse pendant un moment, on avait cadré la valeur avec la sortie vers le haut, vers le bas, finalement c'était vers le bas. Et c'est pas mal parce qu'on revient sur la moyenne à 200, on le voit, boum, réaction tout de suite. Rebond technique sur les 4,98, non, 4,49,8, pardon, 4,49, donc les 4,50 en gros. Là on est à Francfort, hein, donc c'est en euros. Et une zone médiane à 3,28, donc on a un range de 4, j'y arrive pas avec 3 chiffres, 2,28, 4,50, donc on a ce range. Quand le secteur semi, alors il essaye de repartir, hein, mais quand le secteur semi va bien repartir, je pense que Cyber Semiconductor, il devrait repartir avec, parce qu'on a eu une spéculation énorme et qu'on n'a pas tout rendu. On était parti, hein, ici sur les quelques centimes, puis après là sur les 1 euro, on est monté sur les 10 euros, hein, donc x10 en quelques semaines, c'est monstrueux. On rend évidemment beaucoup, et là on revient autour des 2, et on a déjà le petit rebond au-delà de la moyenne à 200, donc ça c'est bien, hein. On ne rend pas tout, on rend qu'une partie. Alors c'est normal, hein, d'avoir une spéculation énorme et de rendre beaucoup. On peut pas avoir comme les breakouts traditionnels où on va rendre sur le pullback environ 30, 50 ou 75%. Là on rend beaucoup plus, mais finalement on rend pas tant que ça, hein. On rend pas les 90%. Donc cette zone-là, c'est notre zone de travail, d'accumulation. Et si le secteur repart et si Cybers repart, pourquoi pas, ça peut être plutôt favorable. Steve, moi je continue, hein, de penser que il s'est passé quelque chose là sur les résultats. Alors j'ai pas compris, j'ai pas trouvé, mais le marché il doit savoir, et il s'est pas trompé, je pense, parce qu'à chaque fois qu'on est revenu, hein, sur ces niveaux là autour des 60, ça a été revendu derrière, donc on n'a pas la capacité à repartir, hein. Steve, c'est sur les
les explosions de batterie, notamment pour contrer justement ces explosions de batterie. Alors il y a des contrats avec Tesla, Cattle aussi, mais pour moi là c'est un gros signe noir. On l'avait joué aussi pendant un moment, et depuis ce moment-là, alors j'ai pas mis, on va mettre un signal de vente évidemment, je reste négatif. Je pense qu'il faudra recasser les 60-61 pour être positif, et au-delà, là aussi j'ai peur qu'il y ait des cadavres dans le placard sur Steve. En tout cas le marché a pas envie de rejouer cette valeur à la hausse. C'est quand même un marché porteur, hein, avec de plus en plus de véhicules électriques, mais pour l'instant, alors on a ces plus bas qui ont été jamais retestés, donc on peut voir ça comme ça plus ou moins. Si on a des bonnes nouvelles qu'on recasse fortement à la hausse, pourquoi pas, mais là c'est plutôt négatif, hein, depuis le mois de mars sur Steve. Donc je pense qu'il faut être patient et attendre vraiment un retour massif des investisseurs avec un changement de dynamique pour s'y réintéresser, parce que là, potentiellement on peut revenir, hein, sur les 42 voire moins. Donc attention, Viridien. Oui, Viridien on baisse un peu, mais on est toujours dans cette dynamique de retournement, je pense. Donc c'est normal, hein, d'avoir ces pullbacks là. Donc pour moi, je l'ai mis là, on peut changer un peu, on peut le mettre par là en gros, hein. On est toujours dans cette tendance, je pense. Donc si on revient sur les 76, oui, on n'est plus dans le canal haussier, mais je pense qu'on va réagir avant et continuer notre petit travail pour revenir sur les 110. Et là, on verra si Viridien revient, mais plutôt favorable quand même sur Viridien. Alors pas à court terme, bien d'avoir l'inversion de tendance, mais bon, si on reste, hein, autour des 85, ce sera pas mal. Donc à surveiller XFAB. XFAB, alors il y a eu une énorme mèche, une grosse spéculation, derrière forcément on rend, et on rend quasiment tout, on revient sur la moyenne à 200, on la casse à la baisse, c'est pas terrible. C'est pas terrible ce que fait XFAB. Maintenant les volumes restent plutôt importants par rapport à ce qui se faisait au début de l'année 2026. On pourrait éventuellement jouer une deuxième vague, hein, sur XFAB. En spéculatif plutôt, hein. C'est vraiment le court terme avec les gros pics qu'on va espérer. Peut-être une annonce qui pourra déclencher ça. Vérifier les volumes, les pics de volume, les premières dynamiques qui peuvent impliquer une grosse poussée, ce sera à acheter. Mais là on est plutôt baissier quand même court terme. Et enfin Xiaomi, ouais, Xiaomi, c'est moche, mais on a eu une réaction ici, hein, fin juin. Et depuis, on rebondit, et la zone, hein, on a rebondi au-delà des 2,50, on a rebondi sur les 3, donc on reste négatif sur Xiaomi, mais on a peut-être terminé la baisse, donc est-ce que ça vaut le coup de partir maintenant, alors que quasiment tout a baissé déjà? Peut-être pas, hein, ça vaut peut-être le coup d'attendre, et justement d'accumuler autour des 3,40 là. On le voit, hein, les 3,40, ça peut faire le boulot, casser l'oblique, retester la moyenne à 200, faire un échec, reconstruire et enfin retourner. Ça risque de mettre du temps, mais potentiellement le titre a arrêté de baisser. Donc moi je serais patient sur Xiaomi. Une belle journée aujourd'hui, on prend 5%. Donc pourquoi pas, je pense qu'il faut attendre. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les valeurs qui vous intéressent, les questions si vous en avez, les commentaires, mais n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la chaîne, à partager, à mettre des likes et à donner votre avis sur les secteurs, les actions et pourquoi vous les aimez aussi, et à réagir comme ça. J'essaie aussi de répondre, hein, au maximum, soit ici en graphe, soit en commentaire. Bon trade, à plus.